Cette vidéo est sponsorisée par Nvidia. Découvrez en description comment aller plus loin avec l'IA, plus vite avec RTX. Je vais donc maintenant inviter une assemblée complètement féminine à me rejoindre pour parler de la formation des scénaristes. Annick Teninge, directrice de l'école La Poudrière. Virginie Baudat, qui est scénariste, script doctor, productrice. Maria Machmi, qui est productrice chez La Chouette Compagnie, mais aussi scénariste. Et Ghislaine Pujol, qui est scénariste et directrice d'écriture. Pauline, qui est scénariste, déléguée générale de la Cité européenne des scénaristes. Voilà. On voulait juste apporter une petite précision. Nous imaginons bien que vous suivez l'actualité et qu'elle met actuellement l'accent sur des tensions autour de l'application de l'accord animation signé en juin dernier entre producteurs et scénaristes. Il y a des discussions toujours en cours et donc nous avons choisi de vraiment nous concentrer sur le thème de la formation aujourd'hui, qui est un thème qui était prévu de longue date, voilà, et qui nous semble aussi un thème important. Après, on l'a dit ce matin, si certains et certaines d'entre vous souhaitent réagir néanmoins à l'actualité, ça pourra se faire, mais on va vraiment se concentrer sur la formation pendant la conférence. Voilà, ne soyez pas surpris, indignés. On va commencer déjà par un tour de table, des questions, un tour de table, et puis ensuite on passera la parole à Annick et Virginie pour leur présentation de la résidence créée par La Poudrière en partenariat avec le CEA et Cyclic, et puis ensuite Pauline. Donc, mesdames, est-ce que déjà vous pouvez nous dire, vous, quelle formation vous avez eue avant de devenir scénariste, d'entamer une carrière de scénariste? Je ne sais pas qui commence, Virginie peut-être, si tu veux. Oui, moi j'en ai fait aucune. J'ai fait du droit. J'ai fait du droit et j'ai fait un mémoire sur les programmes jeunesse, sur l'analyse des programmes jeunesse, c'est mieux. Voilà. Et puis après, je me suis formée en faisant, donc en travaillant, en lisant beaucoup, en accompagnant. Et puis j'ai fait des stages dans la presse enfantine, chez Canal J, puis après j'ai travaillé dans les chaînes, France Télévisions, France 3 notamment en animation et France 2 en fiction. Et j'ai écrit en parallèle, mais je ne suis pas arrivée à l'écriture d'animation de manière immédiate. Et je pense qu'il y a deux choses qui étaient importantes, qui ont été fondatrices. Rapproche ton micro, s'il te plaît. C'est le passage par France 3, où j'ai eu la chance de côtoyer Anne-Marie Messonnier, qui m'a notamment appris à lire un board et à examiner aussi un travail graphique. Et puis voilà, donc j'ai appris sur le terrain, et plus j'avançais, plus j'avais envie et besoin de travailler avec des graphistes, travailler avec des réalisateurs, comprendre l'économie d'un projet, voilà. Mais aujourd'hui, je pense que je ferai une école pour pouvoir avoir accès à des stages qui me permettraient ce que j'ai fait moi, comme ça naturellement, parce que c'était comme ça. Je ferai une école pour pouvoir apprendre des choses théoriques et faire des stages. Ok, bon, on reviendra à ça. Annick, tu n'es pas scénariste. Oui, voilà, je ne suis pas scénariste. Je travaille depuis très très longtemps dans l'animation, mais je ne suis pas scénariste. Donc je passe le micro. Donc on va passer directement la parole à Ghislaine. Bonjour. Eh ben moi j'ai fait, après un master de philosophie, j'ai fait le Conservatoire européen d'écriture audiovisuelle, formation donc sur 2 ans qui apprend l'écriture, la dramaturgie. Alors à la base, moi quand je l'ai fait, c'était il y a 20 ans. C'était très orienté fiction, un petit peu cinéma et fiction, et un tout petit peu animation. Donc formation théorique, atelier d'écriture. Et à la suite du C2EA, je suis rentrée directement à la case diffuseur. Je suis passée chez M6 Kid, où je suis restée 6 mois, où j'ai pu voir de l'autre côté du bureau, en fait. J'ai pu voir comment les diffuseurs, comment nos partenaires recevaient, lisaient nos textes. J'ai beaucoup de fiches de lecture aussi. Et ça, c'est une expérience précieuse, voilà, pour savoir justement ajuster et réfléchir à ce qu'on écrit, nous, en tant que scénaristes. Je suis aussi passée par la case producteur très très brièvement chez Futuricon, donc un autre bureau de l'autre côté aussi. Et pareil, c'est toujours très 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 précieux pour écrire. Merci.
Pauline? Oui, alors moi c'est un grand coming out, je n'ai jamais fait de formation en scénario. C'est un peu le drame de ma vie, donc j'ai le profil archétypal du scénariste aujourd'hui, donc j'ai fait Sciences Po et des études de communication au CELSA. J'ai un doc de droit aussi également, donc très diplômée, fille de prof. Je dis tout ça parce que c'est un peu le profil contre lequel on lutte entre guillemets au sein de la cité. J'ai eu longtemps ce sentiment, du fait de cette absence de bagage théorique, ce sentiment que peuvent avoir les gens qui ne sont pas diplômés, sans aucun diplôme, et donc souvent une sorte de manque de légitimité, certainement quelque chose qui me manque. Et j'espère bien rattraper mon retard et peut-être faire des formations, plus de formations continues, peut-être celles qu'on va créer à la Cité, mais oui, c'est un vrai manque. Et voilà. Est-ce que tu écris pour l'animation ou tu écris plus pour la prise de vue réelle? Réelle, prise de vue réelle, et l'animation m'attire énormément. J'en ai beaucoup parlé avec Christelle Gonard qui est à la Cité, qui dirige la Cité avec moi, et c'est vraiment quelque chose qui m'attire, mais pareil, c'est des réseaux qui sont très différents. Donc, et j'ai jamais pu prendre ce pas-là parce qu'en plus, à l'époque où moi je suis arrivée dans le métier, il y avait un peu un regard différent qui était porté sur l'un et l'autre secteur, ce qui n'existe plus du tout avec la jeune génération, j'en parlerai. Il n'y a plus du tout ce regard-là différent entre les deux secteurs. C'est bon signe. Mariam? Alors moi, j'ai pas fait non plus de formation dédiée en scénario. J'ai été un petit peu peureuse, je pense. Donc j'ai plutôt fait des études de droit et ensuite de production télé à INASUP. Et ensuite, en fait, j'ai monté une boîte pour pouvoir écrire mes projets. Et voilà. Donc c'était un long chemin pour arriver jusque-là. Je vais te repasser le micro, mais du coup, est-ce qu'il y a des spécificités dans l'écriture pour l'animation? Et puis aussi, je veux bien vous entendre sur ce qui vous a manqué spécifiquement. Vous l'avez commencé à l'évoquer les unes et les autres, mais ce que vous auriez aimé trouver, ce que on en a parlé, alors notamment peut-être la relation, continuer à apprendre avec les studios, en apprenant ce qu'ils attendent de l'autre côté et comment ça fonctionne aussi, surtout, parce qu'il doit y avoir, évidemment, vous allez nous le dire, des contraintes quand on écrit pour l'animation, dans ce qu'on peut faire ou pas faire en fonction des séries, des films, etc. Ce que vous auriez aimé avoir à l'époque, et avant qu'on passe aux solutions, à deux solutions qui sont proposées dans la formation des scénaristes. Je commence. Alors oui, il y a des spécificités en animation, ça c'est indéniable, et je pense qu'on gagne beaucoup de temps en fait aujourd'hui à passer par une formation de 2 ans ou plus pour vraiment s'imprégner et du secteur et de la théorie et de s'exercer pendant toutes ces années d'apprentissage. Moi ça m'a manqué, ça c'est certain, parce que du coup il fallait apprendre sur le tas et prendre des notes de chaîne et au fur et à mesure apprendre. Bon, c'est notre manière d'apprendre, quoi. Mais je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, en plus, c'est que réellement une formation doublée sans doute d'une immersion professionnelle, et je pense que c'est ce dont vous allez parler, c'est hyper important parce que le premier contrat reste quand même très compliqué à décrocher en tant que scénariste. Je pense que de faire une formation, ça permet pleinement de s'assurer une insertion professionnelle ensuite. Et après, il y a un apprentissage, évidemment, des spécificités liées à l'animation, des différentes étapes de fabrication, d'anticiper à l'écriture un certain nombre de paramètres de production, de faisabilité, de budget, c'est quand même toute une équation, quand même. On en demande beaucoup aux scénaristes d'animation, en réalité. On leur demande beaucoup, sans doute trop, de choses, parce qu'ils doivent anticiper toute la suite. Et ça prend, je pense, quand même, pour aller plus vite. Ce qui peut manquer aujourd'hui dans l'apprentissage, peut-être de façon générale, et ce qui a souvent manqué peut-être plus en France qu'ailleurs, c'est une culture de la création et du rapport à la création et du positionnement du scénariste dans la filière, dans le développement. Il y a souvent je trouve une confusion. On dit qu'on est auteur et aussi qu'on est scénariste, et c'est quand même deux choses très différentes. Auteur, c'est un statut. C'est notre statut qui est associé à un mode de rémunération, et c'est pas un métier. C'est scénariste, notre métier.
parce que des auteurs et des compositeurs qui sont des auteurs, moi je ne sais pas du tout composer une chanson. Mon métier c'est scénariste, c'est mon savoir-faire. Et parler de métier et de savoir-faire, du coup, ça permet d'envisager aussi la question de la transmission, parce qu'un savoir-faire, ça se transmet. Et là où il y a une confusion, c'est que parfois, en parlant d'auteur plutôt que de scénariste, on ne sait plus trop de quoi on parle. Est-ce qu'on parle du réalisateur, qui est auteur? Est-ce qu'on parle du scénariste? Et du coup, il y a une confusion sur les savoir-faire. Et déjà, là, ça crée des problèmes sur qu'est-ce qu'est censé faire l'un, qu'est-ce qui est censé faire l'autre. Et ça empêche aussi l'idée même de coopération. Parce que quand on confond les gens, on ne peut pas en fait organiser une coopération. Donc déjà, ça c'est quelque chose, je pense, si c'était enseigné un peu plus clairement, et si on utilisait aussi les bons mots, peut-être qu'on arriverait plus à apprendre notre métier et à acquérir un savoir-faire. Et plus globalement et plus personnellement, je pense qu'en parlant d'auteur, en confondant auteur et scénariste pour ce qui est de la désignation d'un métier. Quand on dit auteur, en fait, on envoie les gens et soi-même dans un imaginaire qui est celui de l'imaginaire de l'écrivain. L'écrivain, c'est quelqu'un qui écrit seul, qui écrit un texte et qui va tout de suite rencontrer son public. C'est pas du tout le cadre référentiel du scénariste qui n'écrit que rarement seul et dont le texte ne va pas rencontrer directement un public. C'est une œuvre en devenir qui va donner lieu à une œuvre de collaboration avec tout un tas de personnes qui vont travailler dessus. Et ça, déjà, voilà, ça c'est quelque chose, je trouve, qu'on apprend rarement dans les écoles. On cultive plutôt quel est ton univers, qu'est-ce que tu as à dire. Et c'est vrai que du coup, quand on sort de l'école, alors moi je dis ça comme si j'étais sortie d'une école, mais non, mais c'est les jeunes qu'on reçoit, c'est ça. Ils ont l'impression qu'on attend leur texte, leur vision du monde. Je pense que c'est un point de départ, mais ce n'est pas tout. Et apprendre le fait qu'on va rentrer dans une logique de collaboration, ça éviterait, ça faciliterait la collaboration, certainement. Et puis je pense que ça éviterait aussi des dégâts personnels et psychologiques de certains scénaristes qui ne comprennent pas, du coup, les murs qu'ils peuvent prendre parce qu'ils pensent qu'on les attend. Voilà, c'est un groupe qui doit se former autour du scénario. Voilà, c'est ce que je dirais. Alors, moi, je vais vous dire un petit peu puisque moi j'ai fait effectivement une école, je vais vous dire ce que j'ai trouvé qui m'a servi en tant que futur scénariste dans cette école. Juste, pardon, garder. Pour préciser, pardon, avant. Alors, tu précisais tout à l'heure que le CEA ne formait pas du tout à l'animation ce qui a changé. C'est ça, hein, c'est juste pour préciser ça. Mais Virginie, tu pourras nous en dire un mot puisque tu interviens au CEA. Voilà. Alors oui, le CEA a changé. Mais alors justement, pour répondre à ta question, est-ce qu'il y a des spécificités d'écriture d'animation? Il y en a, mais il n'y en a pas toujours. C'est-à-dire que être scénariste, raconter une histoire, c'est manipuler, c'est utiliser des outils narratifs, des outils dramaturgiques qui vous permettent de manipuler les émotions de votre spectateur. Et ça, que ce soit de l'animation ou de la fiction, ce sont peu ou prou les mêmes. Comment on écrit une scène d'exposition, comment on structure 3 actes, 5 actes, où c'est que je mets mes plot points, est-ce que je mets un climax médian, est-ce que je mets mon climax plutôt à la fin du 2e acte. Tout ça, ce sont des outils, enfin vous connaissez tous les fameuses méthodes, les maquis, les troubilles, les cucas, les lavandiers, voilà. La théorie, ça, elle est applicable en animation et en fiction. Bon, allez, sur du 8 minutes, sur du 2 minutes, ça devient compliqué de faire du 5 actes et de mettre 12 climax médians, mais peu ou prou, quand on commence à être sur du 13 ou du 26 minutes, globalement, on utilise les mêmes outils. Donc, si vous avez fait une formation au scénario, on va dire un tronc commun, au final, dramaturgique, vous pouvez faire de la fiction, vous pouvez faire du cinéma, vous pouvez faire de l'animation, et non, il n'y a pas de différence en tant que tel. Vous aurez des points de vue. On parlait de points de vue. Certes, on ne nous attend pas, mais la formation, en tout cas celle que j'ai vécue, m'a permis d'apprendre à faire entrer mon individualité, ma sensibilité, mon point de vue dans le cadre d'une écriture d'une œuvre d'animation collective soumise au regard d'un réalisateur, au regard bien sûr d'un producteur et des diffuseurs. Donc ça aussi, ça s'apprend pour éviter d'être ensuite malheureux quand on reçoit 15 pages de notes et qu'on nous demande de reprendre notre texte en V12.
Ça s'apprend. Et ce que vous apprenez aussi, et ça c'est fondamental, lorsque vous faites une bonne école de scénario, c'est qu'en fait, vous apprenez à vos interlocuteurs à vous faire confiance. C'est-à-dire qu'ils voient que vous maîtrisez votre sujet, ils voient que vous maîtrisez votre point de vue, que vous n'allez pas partir dans tous les sens, que vous maîtrisez les outils de l'histoire, que vous n'allez pas faire des scènes d'exposition maladroites, que vous savez partir en médias res, que vous allez faire un début dynamique, que vous allez attacher l'attention, attraper l'attention de votre jeune spectateur, et ça va les rassurer. Parce que je pense que ce dont ont besoin les diffuseurs et les producteurs, c'est de pouvoir confier leur bébé, et qui leur coûte de l'argent en plus, à des gens qui savent ce qu'ils font, à des professionnels. Et je pense que c'est ça qui a changé ces 20 dernières années depuis le moment que j'ai commencé, c'est qu'il y a eu de plus en plus d'écoles, et d'écoles notamment comme le Conservatoire, maintenant la Cité des scénaristes, la FEMIS, etc. Et il y a de plus en plus d'écoles qui ont formé de vrais professionnels et des gens en qui les producteurs, les diffuseurs, les réalisateurs peuvent avoir confiance. Voilà. Et après, une fois que vous avez ça, on peut rentrer sur les spécificités de l'animation, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut faire attention aux technologies qui sont utilisées. Est-ce qu'on n'écrit pas pareil pour une série en 2D que pour une série en 3D? Il faut faire attention au design des personnages, parce que si les personnages ils ont une grosse tête, ben, vous ne pouvez pas écrire des scènes où ils portent des trucs sur leur tête parce que les bras ils passent pas. Enfin, si c'est en 3D, attention à la taille des jambes, parce que vous ne pouvez pas leur faire monter les escaliers. Enfin, tout ça, ça s'anticipe. Effectivement, c'est des choses qu'on apprend dans les écoles ou sur le tas, si on n'a pas eu la chance d'avoir une formation spécifique à ça. Et puis, à quoi ça sert aussi une école? Ça vous permet d'apprendre, vous, en tant que futur auteur, à vous servir des outils informatiques. Moi, quand j'ai commencé, on était sous Word. Maintenant, de plus en plus de séries utilisent des outils d'écriture comme Final Draft, par exemple, Scrivener, etc. Je crois qu'il y a un volet là-dessus au sujet de l'écriture pour des séries internationales. Si vous travaillez avec des Américains, vous travaillez avec Final Draft, vous ne travaillez pas. Donc un scénariste bien formé, il sait utiliser tous les outils ultra utiles et ultra performants dont il dispose avec Final Draft. Ça s'apprend. Mais ce sont des outils qui permettent de la collaboration, c'est ça? C'est des outils collaboratifs ou c'est des... D'accord. Avec Final Draft, pour vous donner un exemple, donc, vous pouvez par exemple créer votre beat sheet, vos différents mouvements de l'histoire sur un espèce de tableau. Vous pouvez faire du drag and drop pour bouger les différents mouvements de l'histoire. Vous pouvez mettre des images, etc. Puis là, vous mettez ça sur un timeline avec un drag and drop. Vous cliquez sur importer et vous avez un synopsis. Tu fais vachement bien le logiciel. Alors ça, c'est un truc d'animation aussi. On fait... Enfin, c'est à force... Hein. Donc voilà, quand on utilise ce genre d'outil-là et qu'on compare avec Word, on se dit, mais je suis passée de la préhistoire à la science-fiction. Donc voilà, utilisez ces outils, apprenons à les utiliser et vous allez voir que tout va très bien se passer au final et qu'on va aller beaucoup plus vite. Et dernier petit point, j'arrête là, après je passe la parole. Dernier petit point sur la formation et en quoi c'est intéressant pour un scénariste d'être bien formé, c'est qu'il va pouvoir gérer tout ce qui est administratif, savoir gérer ce que c'est que le droit d'auteur, savoir gérer ses bilans comptables, vérifier que les prods l'ont bien payé, vérifier... Quelle formation fait ça? Alors nous, au conservatoire, on avait vu ça. Ah bon? On avait vu ça, voilà. Et puis après, on va faire un petit tour à la SACD. Mais moi, par exemple, j'ai une comptabilité, je vois quel texte a été commencé, combien on me doit, quelles sont les échéances qui ont été payées. Enfin, je ne suis pas une entreprise, mais je suis une professionnelle. Les scénaristes sont des professionnels, tous les scénaristes devraient savoir faire ça. Et les relations avec les producteurs, avec les diffuseurs, en seraient beaucoup mieux fluidifiées, en tout cas. Voilà. Merci, Ghislaine. Je ne vais pas redire tout ce qui a été dit, mais c'est quand même la spécificité de l'écriture d'animation pour moi, c'est qu'en prise de vue réelle, on déduit à peu près ce qu'on entend et ce qu'on voit. En animation, pas toujours. Ça nécessite d'avoir une écriture plus précise, plus visuelle, plus sonore. Parce qu'on va aller dans des registres, bien sûr, on va aller dans les registres, c'est plus facile de faire de la dystopie et de la SF en anime, bien sûr, mais il y a aussi, si on va vers le court-métrage, des choses qui sont plus poétiques, plus symboliques, plus oniriques,
et donc plus spécifique. On va raconter des histoires aussi autrement. C'est deux choses différentes. À la fois, on a une écriture qui est extrêmement industrielle, donc on a besoin d'avoir un scénario qui est très précis, et aussi avec des contraintes techniques assez importantes selon le 2D, la 3D, le stop-mo, c'est pas la même chose. Et aussi parce que ce scénario, il va passer entre les mains de plein d'interlocuteurs qui vont devoir faire très très vite, les storyboarders notamment, et qu'on a, on a le devoir en tant que scénariste de leur proposer un scénario qui a la bonne durée, qui ne fait pas 26 minutes quand ça doit être 13, et qui est très précis dans, encore une fois, ce qui est écrit visuellement et d'un point de vue sonore. On parle beaucoup de writing rooms, etc. Est-ce que ça, moi déjà je ne sais pas si vous en avez l'expérience, et est-ce que c'est aussi un lieu d'apprentissage, à votre avis ? Je ne sais pas vous, mais moi en animation, moi je parle d'équipe d'auteurs parce que c'est pas tout à fait la même chose et ça dépend si c'est feuilletonnant ou pas. Si c'est feuilletonnant, oui, c'est vraiment intéressant de travailler tous ensemble autour d'une même table, comme en prise de vue réelle d'ailleurs. Si c'est des épisodes bouclés, si on parle de séries d'animes, les scénaristes sont assez solitaires, on leur demande d'écrire relativement vite, on leur demande de faire pas mal de versions. Les réunions, moi je dis toujours, il faut faire des réunions quand on serve à quelque chose, et il faut faire des réunions... Pour éviter qu'il y en ait trop, bien c'est de penser à les payer, parce que le scénariste, il n'est pas salarié, hein, il est payé au texte. Donc il faut qu'elle soit utile. Si on fait des réunions, c'est qu'on a des choses à dire, à la prod, à la réalisation, c'est qu'on va sortir avec des pitchs validés, c'est qu'on va pouvoir échanger voilà, sur des épisodes bouclés, j'entends. Sur du feuilleton, par contre, ça c'est différent. Évidemment, il faut se réunir, il faut travailler ensemble. Alors juste par rapport au Writers Room, enfin là typiquement j'assure la direction d'une série en copro avec les États-Unis et on a deux équipes de scénaristes, une équipe scénariste américaine et une équipe scénariste français pardon. Et on a tenté de faire des Writers Room et alors les deux premières Writers Room c'était le jour et la nuit entre les Français et les Américains. Les Américains, ils sont habitués à travailler en writer's room, et donc ils étaient en mode déluge d'idées, on rebondit les uns sur les autres, c'était efficace et ça allait vraiment très vite. Et alors, côté français, ça s'est transformé en une espèce de foire au pitch très individualiste. Ils avaient beaucoup de mal à rebondir les uns sur les autres, et on s'est rendu compte que ça tenait en fait à une chose, le droit d'auteur. C'est-à-dire que quand vous faites une writer's room avec les auteurs américains, bon ben il n'y a pas de droit d'auteur, tout le monde partage, tout le monde. D'ailleurs même dans la culture, l'écriture américaine, celui qui amène le plus d'idées, c'est le meilleur, et c'est celui qui va se voir confier le plus d'épisodes. Contractuellement, il va y avoir 4 épisodes pour lui quand il va partir de là. En France, si vous commencez à donner les idées aux autres et que vous vous faites jeter de l'atelier, non seulement vous allez filer vos idées, mais en plus vous n'avez pas de boulot. Et après, il y a cette histoire aussi de partage à gré à la fin, à la diffusion. Et là, on est là. Alors attends, qui c'est qui a écrit ça? Qui c'est qui a amené ça? Enfin, ce qui peut régler, c'est de le prévoir, ce qui est contraire au droit d'auteur, mais a priori, de faire un partage a priori. C'est ce qui libère. C'est qu'aux États-Unis, tu signes ton contrat, tout est calé a priori, et du coup, tu peux donner. Enfin, c'est ce qui se passe. Alors pour le coup, si on fait une comparaison prise de vue réelle et animation sur les quotidiennes, où on n'a pas le temps de vérifier à l'écran qui a écrit quoi, parce que de toute façon, il y a 30 scénaristes, donc c'est impossible. Tout est réglé a priori. Donc, ça permet une vraie collaboration et une vraie coopération. Ouais, alors, par contre, c'est plus vraiment du droit d'auteur, mais c'est une rémunération proportionnelle qui est fixée a priori. Mais là encore, faudrait définir les règles. Définir les règles, c'est-à-dire tu dis, voilà, là aujourd'hui, chacun repartira avec tant d'histoires. Voilà, c'est ce qu'on a fait pour libérer en fait les Français. On a vu avec la prod, on a dit bon, ben, les gens qui viennent dans l'atelier, déjà ils sont payés, voilà, et ils en écriront chacun minimum 3. Donc peu importe qui a donné les idées au final, à la fin, aidons-nous tous ensemble. On est tous des bons scénaristes et en collaborant, au final, on arrive à retrouver la dynamique qu'on avait avec les Américains. Mariam, toi? Avec ta casquette producteur aussi, qu'est-ce que... Non, mais je vais être assez redondante avec ce qui a été dit. Je pense que ça dépend vraiment du projet. Il y a des projets feuilletonnants, il n'y a pas le choix. Sur une série feuilletonnante,
Il faut partager, effectivement, il faut se mettre d'accord en amont entre les différents scénaristes de l'équipe. Nous, effectivement, dans ce cas-là, c'est des très petites équipes, hein. On n'est pas sur des ateliers, des writing rooms à l'américaine, pas du tout. Donc ça, c'est une première question. Moi, il y a un deuxième point, c'est que je trouve que tous les scénaristes en France ne sont pas à l'aise avec l'exercice, en fait. C'est juste de se retrouver devant tout le monde et de devoir pitcher des idées. C'est un vrai exercice. Ils sont beaucoup plus formés aux États-Unis, en fait, à pitcher le pitch que nous, et du coup je vois aussi qu'il y a des auteurs, enfin il y a des scénaristes qui sont pas à l'aise avec l'exercice et qui préfèrent vraiment travailler individuellement, se mettre au moins d'accord sur une storyline, et ensuite de venir dans le cadre du travail sur le déroulé. Si vraiment on est sur une série très comédie, ça fait sens de se réunir à quelques-uns, en fait, entre quelques scénaristes, pour que dans ce cas-là, effectivement, il y ait un travail plutôt sur l'étape de synopsis, voire script. Mais ça implique l'accord préalable dès le début sur les conditions, évidemment, vraiment être hyper OK, et que les scénaristes en aient envie, en fait. Voilà. Mais aujourd'hui, pour le coup, dans les écoles, ils apprennent à le faire. Au CEA, notamment, ils apprennent à pitcher, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, oui, mais ils apprennent à le faire, et ils sont plus à l'aise quand même. Voilà, les écoles apprennent aussi à ça, au travail collectif et au travail de pitch. Mais personnellement, je trouve que ça reste quand même un peu compliqué. C'est quelque chose qu'on demande, alors qu'en réalité, quand on veut être scénariste, on n'a pas forcément à faire ça, en fait. C'est que on en vient tous, globalement, à devoir pitcher le pitch, se survendre tout le temps, et c'est pas communication, c'est pas évident, en de fait. communication plus que d'écriture, en fait. C'est ça, et je pense que du coup, à la direction d'écriture et à la prod, faut pas non plus pénaliser les personnes qui n'ont pas envie de jouer, enfin entre guillemets, de travailler en tout cas dans cette équation-là. Moi, je suis plutôt partante pour à chaque fois me dire, selon la typologie du projet, selon les équipes réunies, on trouve la meilleure équation, et on va pas tout le temps le faire à l'américaine, parce qu'on n'est pas américain, c'est tout. Tu voulais rajouter quelque chose, Ghislaine? Non, c'est bon. Ok. Eh bien, on va passer, si vous le voulez bien, à la présentation donc de cette résidence créée par La Poudrière. Donc, je le redis, mais voilà, avec le CEA et Cyclique. Donc, Annick, je te laisse la parole, et puis tu vas nous dire déjà, peut-être globalement, nous montrer que La Poudrière, voilà, à La Poudrière, l'écriture a toujours été important. Donc moi, effectivement, je vais intervenir rapidement avant de laisser Virginie Baudat en parler plus concrètement. Je voulais dire que je vais parler du point de vue donc d'une école qui est une école où on forme à la réalisation de films d'animation, mais une école où on attache beaucoup d'importance à l'écriture au sens large, notamment dans notre formation longue. Donc on a l'école, elle a un peu plus de 20 ans. Je ne vais pas détailler tout ce qui est sur le PowerPoint, mais en gros, on forme c'est une spécialisation à la fois pour des étudiants et des stagiaires de la formation professionnelle. On forme à petite échelle, on prend 9 à 10 personnes par an, ce qui permet d'avoir un suivi individualisé et leur permettre de travailler concrètement sur des films. Et la réalisation, elle est enseignée il y a un directeur des études qui met en place le programme, et ensuite ce ne sont que des intervenants professionnels de tous les métiers qui composent un film. Et je vais reprendre à mon compte l'idée d'une œuvre de collaboration, parce qu'il y a plein de gens qui ont chacun un métier qui interviennent dans la réalisation d'un film au sens large. Donc on essaye vraiment de confronter les étudiants et les stagiaires à cette... Pardon, j'ai oublié de passer les pages. De les confronter pendant 2 ans de manière multiple et par différents biais à tous ces aspects-là, en travaillant sur d'abord des exercices, puis des films de différents formats. Chacun est mis en position on dit d'auteur-réalisateur, dans le sens où ils sont là dès l'idée, la conception du film, non pas pour dire que c'est auteur en tant que scénariste, mais auteur-réalisateur. Et ils vont expérimenter tous ces aspects avec des professionnels qui eux-mêmes sont des spécialistes d'un des métiers. Donc des scénaristes évidemment, des storyboarders, des réalisateurs, mais aussi des créateurs sonores, compositeurs, monteurs, etc. L'écriture a donc une grande place. On essaie vraiment d'aborder l'écriture, c'est un petit peu une des questions du départ, en quoi l'écriture pour l'animation. Donc pour nous, c'est vraiment l'écriture narrative et visuelle et aussi sonore. Donc il y a pas mal d'exercices sur la narration par le son.
avec beaucoup d'intervenants. Ça représente à peu près les gens qui interviennent sur l'écriture, c'est 20% des interventions dans l'école. Ce que je voulais dire aussi, c'est que, pour faire le lien avec ce qui va être développé après, c'est que ce qu'on constate, c'est qu'en travaillant de manière concrète sur les aspects qui ne sont pas purement ceux de l'enjeu du réalisateur, comme le scénario et comme d'autres aspects comme la création sonore et la musique, plus on se positionne pas du tout évidemment comme une école de scénaristes, mais de dire il faut bien comprendre ce métier parce que le scénariste c'est quand même le premier collaborateur, en tout cas c'est avec le réalisateur, c'est les deux auteurs du film et après il y a le compositeur. Et ensuite, il y a les d'autres métiers. Donc, on a voulu vraiment qu'ils expérimentent de plein de manières ces aspects-là. Et ce qui nous fait extrêmement plaisir, c'est de voir, on l'a beaucoup affiné au bout des années, c'est de voir que petit à petit, ils ont une conscience beaucoup plus fine de chacun des métiers qui composent un film et de comment ça s'articule, comment le réalisateur a une relation avec chacun de ces professionnels. Et notamment dans l'écriture. Et ce qui nous paraît intéressant au fil des années, c'est de voir que la plupart des étudiants et stagiaires, après l'école, ils n'ont qu'une envie, c'est de travailler avec un scénariste, c'est d'avoir un monteur dès le moment de l'animatique, d'avoir quelqu'un qui va travailler avec eux sur la création sonore, peut-être même déjà aussi à l'animatique pour travailler le rythme, etc., etc. Et donc, on est très content de cette approche. Et c'est cette approche qu'on a eue dans la formation longue. On a essayé de la développer dans d'autres activités, donc des stages courts. Je vais passer rapidement. Des stages courts de formation professionnelle. Toujours sur des enjeux d'écriture et de mise en scène, donc je ne vais pas les détailler, j'ai mis un lien si ça intéresse des gens, mais notamment une formation qui est écrire pour la série d'animation, où on prend à peu près 8 à 10 participants, et on prend des profils auteurs graphiques, auteurs littéraires, qui travaillent en duo sur des exercices. Donc ça rejoint cette idée-là. Et dans cette continuité, on a aussi créé, donc ces formations ont été créées en collaboration avec l'AFDAS, qui nous permet d'avoir les publics des auteurs et des intermittents. Donc ça a été important de pouvoir créer ces formations de manière assez précise par rapport à ce qu'on voulait faire, et bien encadrée. Et ensuite, on a créé 2 résidences d'écriture, donc la fameuse résidence cyclique CEA, et SACD, parce qu'elle est soutenue par la SACD, que Virginie va vous présenter, et une résidence francophone d'écriture pour les séries et les unitaires télé, qui est plus récente, qu'on a créée en 2018, en partenariat avec les collectivités territoriales, régions, départements et Valence Roman Agglo, puisqu'on est basé à Valence, au pôle image de la cartoucherie. Donc je voulais surtout dire ça, voilà. Et un petit peu la genèse de la résidence cyclique. Pardon, juste, Annie, pour tous ceux que ça intéresserait d'en savoir plus, etc., il y a des détails sur votre site. Oui, il y a tous les liens. Voilà, très bien, merci. Oui, j'ai oublié. Donc oui, la résidence. Donc cette résidence, en fait, on a la chance d'avoir des intervenants à la Poudrière comme Virginie et d'autres comme Patricia Valex qui interviennent aussi dans des écoles comme le CEA. Donc on échange beaucoup sur toutes ces questions. Et moi, j'échange depuis quelques années avec Patrick Vanetti, le directeur du CEA. Et on se disait, c'est quand même dommage qu'on n'arrive pas à trouver... et on est chacun sur des formations à temps plein, très denses. On ne trouvait pas une manière d'avoir des échanges d'une manière ou d'une autre. Et puis on a eu l'opportunité, grâce à Cyclique Animation, donc en région centre, à un moment où ils ont souhaité créer une nouvelle aide pour des auteurs qui sortaient d'écoles de réalisation, donc ils sont venus échanger avec nous à la Poudrière. Et c'est avec Cyclique qu'on a conçu cette résidence, avec l'idée d'aider ceux qui sortent de l'école, parce que c'est très encadré dans l'école, ils rencontrent plein de professionnels, c'est un réseau formidable, mais c'est pas forcément évident d'enclencher une dynamique à la sortie. Donc dans toute notre réflexion sur l'accompagnement post-école, on a donc monté avec Cyclique ce projet une possibilité, c'est sélectif, c'est pas automatique, parce qu'à un moment donné, il faut sortir du cadre de l'école. Donc une possibilité de présenter un premier projet de court-métrage. Il y a 4 projets qui peuvent être sélectionnés et soutenus par Cyclique et par la Poudrière.
avec c'est présenté dans le PowerPoint, mais avec une première partie qui est une résidence d'1 semaine à la Poudrière. Et donc on s'est dit, c'est formidable, on va pouvoir proposer au CEA de s'associer à cette idée de, encore une fois, travailler sur le duo scénariste-réalisateur. Ce qui était assez clair pour nous, c'était de se dire, on va pas juste les faire se rencontrer, ce qui est, je trouve, un petit peu artificiel à un tout début de projet, parce qu'il n'y a pas encore beaucoup de matière pour échanger. Donc on s'est dit, les diplômés du CEA, en plus ils sont diplômés à peu près en même temps, début juillet, donc c'était un bon timing, on va leur proposer d'intervenir comme script doctor, ce qui est un mot peut-être un peu... à ce stade-là, on n'est pas vraiment dans du script doctoring, mais en tant qu'un jeune professionnel, face à un jeune professionnel qui est tout juste diplômé aussi, puis qui va intervenir et amener son savoir-faire, sa fameuse boîte à outils. Donc on sélectionne 4 scénaristes du CEA, et chacun des scénaristes vient accompagner un des projets à la Poudrière. Et je laisse Virginie le présenter. Donc, d'un côté, les scénaristes du conservatoire d'écriture, moi je les avais dans des différents ateliers d'animation, et en fait je leur disais toujours, c'est bien de proposer un projet d'animation, mais il faut réfléchir à quoi ça va ressembler visuellement. Donc je leur faisais faire un mood board. Et alors là, maintenant ils ont un petit peu plus de culture de l'anime, mais à l'époque ils en avaient pas beaucoup. Maintenant c'est un peu mieux. En long métrage c'est plutôt pas mal, en court métrage c'est toujours pas trop, et en série, c'est celle qui regardait quand ils étaient petits. Donc en gros, généralement, ils savaient pas trop quoi mettre, et souvent ils avaient pas beaucoup de goût. C'est pas gentil parce que je suis scénariste, j'en ai pas non plus certainement beaucoup, et ils savaient pas. Et puis de l'autre côté, il y avait les étudiants de la Poudrière qui eux étaient conscients qu'ils ne savaient pas écrire parce qu'ils avaient eu pas mal de formations, et ils disaient voilà, nous on sait pas écrire, voilà, c'est une technique écriture, on sait pas écrire. Bon. Donc comment ça se passe la résidence cyclique? Le premier au départ, effectivement, les jeunes réalisateurs diplômés de la Poudrière présente un projet tout petit, tout jeune, à un oral avec Annick, Laurent, le directeur des études, Laurent Pouvaret, et Éric Régineau à la région de Cyclique, ouais, pardon. Et ce projet, il est vraiment un projet que ne présenterait jamais un scénariste. C'est-à-dire qu'il y a des intentions un peu en désordre, il y a un début d'histoire, il y a beaucoup d'envie, un peu de personnages, évidemment de très belles images souvent, mais c'est un projet très très fragile et tout au début. Donc ils sont eux-mêmes très très fragiles, et leur projet aussi, et ils sont sélectionnés à l'issue d'un oral par 4 d'entre eux pour avoir un accompagnement. Cet accompagnement, après, moi je vois les scénaristes du conservatoire parce qu'ils vont postuler aussi, pour proposer leurs services, et je leur dis bien, vous êtes scénariste, vous aimez écrire vos histoires, mais là, vous ne serez pas là pour écrire vos histoires, vous serez là pour accompagner un projet tout au début. Donc, vous savez combien c'est difficile de montrer ces projets au début, et ça sera d'aider le réalisateur à aller sur le chemin de son film. En 1 semaine de temps, en quelques jours, on ne va évidemment pas construire un film intégral, mais c'est l'aider à clarifier ses intentions, l'aider à clarifier son histoire, l'aider à mieux penser ses personnages. Et surtout, je leur dis, faites attention, regardez les images, parce que dans ce que vous allez recevoir, là où sera l'histoire, ça sera beaucoup dans les images. Ça ne sera pas forcément dans les mots, ça sera dans... Et autorisez-vous, même si c'est magnifique et que vous ne savez pas dessiner, autorisez-vous à commenter l'image et à trouver l'histoire dans l'image. Donc là, ils postulent, ils expliquent qu'ils ont... Certains disent, j'ai jamais fait d'animation, ils en ont fait un peu au CEA, mais ils ne se considèrent pas du tout comme des auteurs, si on peut dire, d'animation. Ensuite, ils expliquent leur intérêt pour un projet, ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils pensent qui devrait être retravaillé, et puis ils donnent un avis. J'ai un exemple, par exemple, sur un film qui était sur la comédie, le film traitait de la comédie du deuil, toute cette espèce d'imagerie qu'on peut avoir, de posture que peuvent avoir certains face à un cercueil. Bon, pardon, il y a beaucoup de films sur le deuil, la Poudrière. Et cette année, c'est les histoires d'amour, mais ces 2 dernières années, c'était beaucoup le deuil. Et le réalisateur n'avait pas mis d'expression sur le visage des personnages. Et le scénariste a très justement questionné, est-ce qu'il ne serait pas intéressant de réfléchir à mettre des yeux et des bouches sur les personnages, si on traite de l'expression et de la posture. C'était une question qui était assez intéressante, ma foi. Donc après c'est dans cette candidature, ils donnent aussi des textes. Alors les scénaristes sont toujours très étonnés parce qu'on leur dit, mais ce que tu veux, pas des textes d'anime, tu peux donner un bout de ton scénario de fin d'études, tu peux donner un poème, tu peux donner ce que tu veux qui parle selon toi
qui montrent que tu vas être la bonne personne pour accompagner ce projet. Donc on a là aussi, pardon, je vais encore redonner un exemple de deuil, je suis désolée, mais on a eu une jeune femme une fois qui nous a donné la lettre qu'elle avait écrite pour l'enterrement de son grand-père, qui était à la fois chargé d'émotions et d'humour, et on avait un film doux amer autour de ce sujet-là, donc il y avait une assez grande évidence à associer le scénariste et le réalisateur sur ce projet. Ensuite, quand on choisit, on fait une association à la fois sur ce qu'on pressent d'une complémentarité artistique, et aussi on se dit, est-ce qu'ils vont bien s'entendre, est-ce que ça va bien fonctionner humainement, parce qu'on sait bien que quand on confie un projet d'autant plus fragile à un regard extérieur, il faut mieux bien s'entendre. Par exemple, on mettra rarement quelqu'un de très très timide avec quelqu'un de très très abrupt. Les gens qui se posent des questions scénaristes, les gens qui se posent beaucoup de questions aux réalisateurs, on se questionnera nous aussi sur le fait de savoir si c'est vraiment pertinent de les associer. Bon. Et voilà, ils arrive ensuite le jour il y a une sélection de 4 scénaristes qui vont accompagner 4 réalisateurs. La résidence a lieu. Le premier jour de la résidence, c'est moi qui vois les réalisateurs, donc j'échange avec eux sur leurs films. Ça fait un moment qu'ils n'ont pas forcément travaillé dessus parce qu'ils ont commencé à travailler pour chercher du boulot en soi, parce qu'il y a eu l'été. Bon, alors on revient sur les problématiques de leurs films, ce qu'ils attendent de la résidence, sur leur peur aussi, parce qu'ils sont très inquiets de pouvoir échanger avec le scénariste, d'utiliser au mieux le temps avec ce scénariste, de ne pas faire perdre son temps au scénariste aussi, parce qu'ils ont le sentiment de ne pas maîtriser les codes. Et ensuite, je fais la même chose avec les réalisateurs, donc je les vois, on discute de quels outils ils vont utiliser. Et ce qui est intéressant, c'est les scénaristes, chaque fois, ils vont évidemment déployer, ils vont travailler de manière différente avec chacun de ces scénaristes. Bon, par exemple, construire un personnage, ça peut vouloir pas forcément dire construire un personnage, une marionnette. Ils ne savent pas construire un personnage, certains réalisateurs. Donc on va, par exemple, on va faire dessiner, ou on va demander à écrire des scènes dialoguées, mettre en situation le personnage pour appréhender le personnage d'une autre manière. Bon, et à l'issue de ça, tu dois m'arrêter, je m'arrête là. Ok. Je suis désolée, non. Mais c'est passionnant. Hein, je suis navrée, mais on veut entendre parler. Merci beaucoup. Oui, je voulais juste dire en conclusion que c'est un stade, effectivement, c'est un tout début de projet, c'est quelques semaines de travail quand ils présentent ces projets de court-métrage. Et on est quand même ravis qu'il y en ait un certain nombre qui sont... il y en a beaucoup en développement, c'est des temps longs, mais il y en a quand même déjà 6 qui sont en diffusion et 4 en production. Donc on est très très contents de ça et des liens qui se tissent avec les scénaristes, avec cette résidence. Donc merci de nous avoir donné l'occasion. Donc ça marche en fait, ce que tu fais, Virginie. Non, ouais, c'est ça, c'est incroyable. C'est bien. Et juste dire que justement là, ils voient ce que c'est que la technique. Parce qu'ils vont dans les studios, ils voient comment on fabrique un film, ils voient aussi comment on crée différemment un film. Voilà, ce à quoi on n'a pas forcément accès quand on est tout seul scénariste dans son... Merci et bravo. Pauline, on va te laisser donc présenter la Cité européenne des scénaristes. Merci. J'ai juste 2 slides et une toute petite vidéo. Non. Mais tu peux peut-être le temps que Dimitri installe ton ordinateur. L'idée principale de la Cité, c'est de créer les conditions d'un apprentissage en alternance pour les scénaristes, donc ceux qui ont le statut d'auteur. Et je précise d'ailleurs qu'à côté de moi, Mariam est au conseil d'administration de la Cité. Et Ghislaine a participé aussi à la Cité. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'on voit à l'écran. Donc voilà, la Cité en fait a été créée sur ce constat, en fait, à partir de ce constat qu'il faut entre 3 et 5 ans au mieux pour s'insérer dans le secteur, que ce soit en cinéma, en animation et en prise de vue réelle. Que ce temps d'insertion qui est immensément long quand on débute sa vie, crée 2 phénomènes. Déjà un écrémage social, c'est-à-dire que c'est quand même très compliqué de pouvoir vivre 3 à 5 ans sans avoir de rémunération stable, et une concentration des talents à Paris, parce que quand on a une difficulté ou on entrevoit une difficulté à s'insérer, forcément on se rapproche de là où on a le plus de chances de trouver un emploi.
Du coup, on a créé ce centre de compagnonnage avec plusieurs scénaristes, avec le secteur. On l'a élaboré avec les équipes de l'AFDAS. On a travaillé aussi en fonction des besoins identifiés par des acteurs comme bien sûr les syndicats de producteurs, Anime France, SUSPA, qui nous ont aidés sur le cadre juridique, avec aussi France Télévisions qui a été impliqué dès le début en fait, du projet, qui a été séduit par ce projet-là et qui est un partenaire financier historique. Rejoint par TF1 ensuite et un certain nombre de partenaires. Le principe, c'est simple, c'est de créer une passerelle entre les écoles, les universités, les associations et les résidences et le secteur audiovisuel au sens large. Donc nous, plus il y a des formations, plus il y a des résidences, mieux c'est, parce que c'est un des prérequis pour entrer dans le centre de compagnonnage, c'est d'avoir une première formation. Et un deuxième prérequis qui est lié à notre modèle de financement, c'est d'être inscrit à Pôle emploi, ce qui est quand même très étonnant pour des auteurs, mais bon, c'est le système de la formation veut ça. Et c'est une passerelle qui dure 5 mois, avec un premier mois de formation qui est assez intensif et qui est autour de 5 situations clés qu'on a identifiées, 5 situations clés du métier de scénariste. Donc d'abord le fait de trouver son sujet, de savoir le positionner, de faire la bonne recherche documentaire qui va pouvoir l'angler et le rendre original. La capacité à collaborer et donc à mener des réunions d'écriture, à échanger. La capacité à écrire, réécrire, mais c'est juste une des 5 situations. Une autre capacité, c'est celle d'expertiser en scénario, accueillir des retours et savoir en faire. Et la dernière situation clé, c'est savoir vendre à l'écrit et à l'oral son projet. À la Cité, on travaille sur ces 5 situations. Et il y a ensuite 4 mois, et c'est là où c'est la clé de ce dispositif, 4 mois d'immersion professionnelle. Donc là, on travaille en étroite collaboration avec les partenaires diffuseurs. Donc là, aujourd'hui, on a donc France Télévisions, partenaire historique, TF1, Arte et Canal+. Et en début de session de compagnonnage, on leur demande leur line-up. On contacte ensuite les producteurs qui donc ont ces projets et on essaye de voir s'ils sont intéressés par accueillir un apprenant, donc un scénariste qui a passé la sélection du centre de compagnonnage, qui a une première formation et qui cherche du coup à professionnaliser sa formation et à s'insérer plus rapidement. À la fin des 5 mois, on a 80% d'insertion, donc c'est des contrats d'auteur, des contrats CDI, des CDDU en coordination d'écriture. Depuis l'expérimentation de ce projet s'est faite en 2021 et depuis 2021 on a fait 5 éditions ou 6, je ne sais plus, et il y a eu 71 projets en tout qui ont accueilli un apprenant, cinéma, prise de vue réelle, animation confondue, série, long métrage, et parmi ces 71, il y en a 21 projets d'animation qui ont accueilli un apprenant, c'est 30%. 30% des projets, 100% d'insertion à la fin. C'est-à-dire que là, c'est carton plein. Déjà, parce que les scénaristes qui passent sur un projet d'animation, alors c'est le coup de foudre, et je dis pas ça parce que je suis ici, mais c'est véritable. Ils arrivent souvent avec des désirs de création, ce désir d'auteur, de cinéma. Souvent, par exemple, on a beaucoup de courts-métrages qui passent par le centre de compagnonnage. Et alors là, ce qui se passe avec l'animation, c'est la rencontre en fait d'un groupe qui mêle à la fois écriture, technicité. Il y a quelque chose qui est très vivant avec une écriture qui est très rapide, où on peut tout de suite, très rapidement voir le résultat de son travail sur un écran, ce qui est hyper, c'est pas valorisant, mais voilà, c'est quand même assez excitant de travailler dans ces conditions-là. Donc généralement, 100% d'insertion à la fin pour ceux qui passent sur un projet d'animation. Et les choses que je peux dire, c'est que c'est un parcours qui est certifiant, donc basé vraiment sur l'écriture collective. Notre certification porte sur l'écriture collective. Je peux peut-être diffuser la vidéo qui est le témoignage de Marie de Banville, qui a été compagnonne lors de la première expérimentation. Elle parle d'expérimentation, c'est une vidéo qui a été faite juste après et qui est devenue ensuite qui occupe depuis bientôt, ça va faire la 2e année, un poste clé de référent pédagogique auprès des apprenants. J'en profite juste pour dire que c'est aussi une formation donc, qui est
destinée à diversifier les profils, et c'est une diversification qui est d'abord socio-culturelle et donc qui passe par le territoire. Donc on a des éditions en région Île-de-France, en Occitanie, en Auvergne-Rhône-Alpes. On ouvre la région sud en début d'année. On commence généralement quand on s'installe dans une région avec 5 apprenants, ensuite on monte à 10. Et en région Île-de-France, on est sur des promos de 20. Je me suis retrouvée dans cette aventure parce que j'étais pour la première fois de ma vie sur un seul projet de série d'animation et un très beau projet qui valait sans doute plus la peine que les autres d'être partagé avec un apprenant. Mon apprenant est Sofiane Bergam. On s'est choisi aussi autour du sujet de la série sur laquelle je travaille, qui est la guerre d'Algérie. Notre échange a consisté à lire les textes ensemble, répondre à ces questions et d'assister à toutes les réunions d'écriture et aussi avec beaucoup de privilèges aux réunions chaînes, puisque France Télévisions est partenaire de la Cité des scénaristes et donc du coup a accepté à chaque fois que Sofiane, en petite souris, puisse assister aux réunions d'écriture. Pour moi, c'est vraiment la plongée dans la réalité, dans l'écriture de séries, enfin tout ce qui est audiovisuel. En fait, on aborde, et c'est bien important de le faire, toute une partie théorique, connaissance du cinéma, connaissance de l'écriture, de la dramaturgie, etc. Mais ce qui est le plus difficile, c'est l'accès au métier. Cette expérimentation permet vraiment aux apprenants de découvrir ce qui se passe concrètement. C'est vraiment pour moi l'intérêt premier, c'est de pouvoir accéder à ces confidences-là, quelque part, qui ne se reflètent pas à l'écran, derrière, qu'on n'en connaît pas. C'est les secrets de fabrication. C'est important de le faire pour des raisons de métier, des raisons professionnelles, de pouvoir s'inscrire dans la transmission des valeurs auxquelles on croit aussi dans le métier et de jouer un rôle dans la carrière des apprenants, quoi, qui ont pour la plupart pas les mêmes chances que celles qu'on a eues nous dans notre parcours d'accès au métier. Voilà. Mais pardon, on t'a coupé la parole en fait un peu. Tu étais en train de dire quelque chose et non, sur le déploiement régional, je précise que les compagnons, on n'est pas sur un système de bénévolat. Tout est encadré par des conventions. Entre le scénariste compagnon ou compagnonne qui reçoit une rémunération mensuelle pour accueillir sur son projet l'apprenant. L'apprenant, pour lui, sa formation est gratuite. Il peut même continuer à percevoir ses aides de Pôle emploi. Et s'il n'a pas des aides Pôle emploi, il peut recevoir une aide régionale du fait de nos conventions avec les régions. Et si vraiment il n'y a aucun de ces financements, on peut nous verser une bourse. Et on a aussi une convention avec les sociétés de production, qui est une convention non commerciale, mais qui permet d'encadrer quand même le fait qu'il y a un scénariste qui va passer sur son projet. Et donc on a des accords de confidentialité, aussi des règles qui permettent aussi d'éviter une requalification en stage salariat. Donc voilà. Merci beaucoup à toutes les 5. Il nous reste quelques minutes pour poser des questions. Donc à vous. Hop, oula, un bras qui se lève aussitôt en haut à droite. Sébastien Rossi, Head of CG chez Gaumont. On a parlé un petit peu des contraintes liées à l'écriture d'animation. Et moi, au long de ma carrière, et de plus en plus avec les années, j'ai été plus proche de l'écriture. Et je trouve que c'est encore un département de la chaîne de fabrication où souvent j'ai eu des messages comme quoi non mais il faut laisser la créativité s'exprimer et puis bon on verra après. Souvent l'écriture ça arrive très tôt dans la chaîne, des fois bien avant la fabrication. Et du coup on se retrouve, je l'ai souvent vu, voire très souvent, avec le storyboard justement qui est le premier département à prendre ça en main, qui se retrouve à réécrire entre guillemets, ils réécrivent pas l'histoire mais visuellement ils essaient de tourner ça, c'est aussi un peu leur métier,
mais ils essaient de retourner un peu ce qui est écrit pour en faire quelque chose de fabricable. Et comme je le disais tout à l'heure, j'ai souvent eu ce message-là il faut laisser les scénaristes s'exprimer et être créatifs, parce que là on vend une histoire à un client par exemple, ce qui est un bon argument quand même. Mais c'est vrai que du coup en fait on reporte le problème de la faisabilité, je trouve, encore sur le département début de chaîne, le storyboard chez le prestataire par exemple. Est-ce que vous travaillez régulièrement avec des techniciens de la 3D ou de la 2D ou pas du tout? Ça vous est jamais arrivé? Est-ce que travailler sous la contrainte, parce que c'est mettre des contraintes techniques, est-ce que vous avez eu affaire à ça ou pas du tout? Et voilà. Je veux bien y répondre, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup depuis des années, que effectivement, certains scripts ne seraient pas adaptés en fait à ces fameux paramètres de production dans lesquels je mets effectivement les paramètres techniques, évidemment. En fait, faut se poser la question différemment, c'est que quelque part le scénariste il fait son boulot de scénariste, c'est un autre contrat, etc. Je pense que les problèmes soulevés sur la faisabilité par exemple du script ensuite en fabrication, c'est franchement la responsabilité du producteur ou de la productrice en fait. C'est de s'assurer qu'il y ait bien un passage de relais entre l'équipe d'écriture qui est quand même représentée par un directeur ou une directrice d'écriture, qui est quand même censé être là suffisamment longtemps pour pouvoir aussi participer en fait aux réunions. Chez nous, on fait des réunions, on n'est pas tout seul à le faire, mais on fait des réunions de lancement de board auxquelles le ou la directrice d'écriture est là en fait, puisqu'en fait, elle ou il va relever toutes les considérations, effectivement, toutes les questions qu'il y a pu avoir, qui ont pu être soulevées par le storyboarder ou la storyboardeuse, le réal ou la réalisatrice, etc. Et effectivement, à l'issue de cette réunion-là, il y a un polish, il y a une version V-réal ou V-dirdec, comme on préfère, qui est faite. Mais ce que je veux dire, c'est que encore faut-il laisser suffisamment juste de temps de discussion après, en fait, à ce moment-là, en fait, de la transmission du relais, en fait, le passage de relais. Donc je pense que c'est plus quelque chose à anticiper en termes de fabrication, de planning et de production que quelque chose lié au scénariste. Après, oui, évidemment qu'il y a l'enjeu de pouvoir répéter que, attention, la longueur des scripts, il faut que ça soit cohérent avec le nombre de jours qu'on a, nous, quantifiés pour que le board puisse se faire dans un délai raisonnable, etc. Mais tout ça ne peut pas être, j'en parlais tout à l'heure, mais tout ça ne peut pas être du fait du simple scénariste, en fait. Non, mais c'est pas du tout le sujet, mais c'est effectivement, ce que je disais, c'est... l'écriture est finie quasiment. Le temps dont tu parles, effectivement, je ne l'ai pas vu ou peu vu. Et effectivement, je pense qu'il est ultra important, la discussion, le dialogue et l'échange, parce que c'est ce qu'on fait avec les storyboarders, ce qu'on fait avec les réals, voilà. Et pas avec les scénaristes, ou peu, oui, en fait. En fait, le truc, c'est qu'effectivement, comme ils sont au tout début, en fait, là, on parle de deux choses. Il y a le développement qui est un premier élément, donc ça, c'est un autre sujet. Mais l'écriture, je trouve que déjà, il y a tellement de temps qui est nécessaire pour se mettre d'accord avec la chaîne de télévision sur une V finale de script, qu'effectivement, en fait, on pourrait être tenté d'intégrer le reste de l'équipe en fait plus tôt, mais ce serait honnêtement une usine à gaz. Donc en fait, on est bien obligé de faire confiance à un directeur ou à une directrice d'écriture, au producteur artistique également qui est là pour penser au mieux en fait les scripts d'une série, au regard du planning, du budget et des paramètres de prod. Mais après, c'est vrai que c'est un travail, c'est pas tant qu'il faut les laisser tranquilles pour exprimer leur créativité, oui, mais pas que, c'est simplement qu'il y a beaucoup déjà d'allers-retours et on minimise un petit peu parfois ce temps qui est quand même un temps très compliqué, quoi, parce qu'on discute d'histoires qui n'existent pas encore à l'image. Donc, pour moi, c'est un sujet qui est réglé par les réunions. Voilà. Pardon, je sais pas si... Oui, tout à fait, effectivement, la direction de l'écriture, le planning, tout ça, tu as très très bien tout répété. Juste pour répondre directement à la question, moi en tant que scénariste, j'ai déjà été contactée par un storyboarder qui voulait en savoir plus sur ce que je voulu dire en tant que scénariste, et je lui ai répondu, on a échangé, voilà. Et le pauvre storyboarder s'est fait enguirlander par son réalisateur parce que c'est le réalisateur qui gère. Donc on est obligé, nous en tant que scénaristes, on ne peut pas parler directement à l'équipe, les storyboarders ne peuvent pas nous parler directement parce qu'il y a aussi une hiérarchie, on ne va pas mettre la pagaille en fait dans des processus
Donc voilà, ça peut arriver, mais c'est pas toujours souhaitable. Puis il y a la problématique du développement, c'est que normalement, à l'issue d'un développement, on devrait pouvoir rentrer en production de manière assez simple et raisonnée, et c'est rarement le cas. Moi, j'entends un petit peu de suffisance quand on dit à des entre soi, laisser faire le scénariste, sa créativité, etc. Ça fait un peu bon qu'il sorte ses idées, qu'il nous ennuie pas trop. Après, on récupère le texte et ensuite on passe aux choses sérieuses. J'entends ça en fait. Des scénaristes savent écrire sous contrainte et je pense qu'il faudrait changer cette culture-là. Enfin, on le fait dans les quotidiennes que je connais particulièrement parce que j'ai travaillé sur des quotidiennes. On a des contraintes, mais qui sont à mon avis celles de l'animation, avec voilà, toutes les contraintes qu'on peut imaginer en termes de personnages et même de nombre de dialogues qui sont numérotés comme dans l'animation. On sait faire. Donc, et je pense qu'il y a un peu cette idée que les scénaristes ne peuvent pas entendre ça, ou alors qu'ils vont être grincheux, relous, et que, bon, bref. Mais non, au contraire, essayons de mailler tout ça, on sera plus fort. On va être obligé de s'arrêter. Non, en fait, les scénaristes, ils sont très en attente de contraintes techniques, d'explications de comment ça fonctionne, et on leur donne pas souvent ces possibilités-là. Et quand on travaille ensemble, on travaille mieux, et le problème, c'est travailler ensemble. La plupart du temps, il n'y a pas le temps de travailler ensemble. Alors, voilà. Donc, pour la prochaine fois, ménagez des temps d'échange avec les scénaristes. Ils en demandent. Et puis, vous aussi, je crois. Merci vraiment à toutes les 5. Voilà, merci beaucoup.